Toujours dans le cadre du Nologo Festival, cette troisième et dernière journée de cette 6e édition. Et cette fois-ci, je suis en compagnie de Aferdit Ibrahimaj. C'est ça, hein? Ibrahimaj, voilà. Donc réalisatrice, vous êtes venue présenter un film. Alors le titre, je l'ai vu plusieurs fois, le titre, mais en fait il est très parleur, hein, mineur déjà. Étrangers, pardon, donc c'est des mineurs qui sont étrangers, en plus isolés. Oui, en fait le titre résume totalement leur situation. Alors c'est vrai que maintenant l'appellation a changé, en fait on les appelle mineurs non accompagnés. Mais moi c'est vrai que je préférais cette appellation parce qu'il y a le côté étranger aussi en fait, qui nécessite une prise en charge un petit peu plus particulière. Alors ces mineurs étrangers, c'est quoi? Ils viennent d'où? Ces mineurs étrangers, ils viennent vraiment de différents pays, donc ça peut être de pays d'Afrique, il y en a qui viennent d'Inde également, ils viennent pour différentes raisons, il y en a qui sont orphelins, donc qui doivent subvenir à leurs besoins. Sur place c'est trop compliqué, donc pour eux c'est partir, mais partir ça veut tout et rien dire. En fait je pense que quand ils prennent la route ils savent pas trop à quoi s'attendre. Ils ont souvent l'idée de la France quand ils viennent de pays francophones, mais ils s'attendent pas à mettre des mois à arriver en France. Oui, des mois parce qu'ils ne viennent pas par la voie normale, hein. Oui, ils ne peuvent pas prendre l'avion, ils n'ont pas droit à un visa, donc c'est des passeurs d'une frontière à l'autre. Ça peut être un autre passeur, ça peut être un adulte qui les accompagne, donc c'est du racket aussi à chaque étape. C'est des arrêts notamment en Libye où ils sont parqués pendant plusieurs mois en situation d'esclavage, le temps de pouvoir trouver une solution pour prendre un bateau, partir et espérer que ce bateau ne fasse pas naufrage. Alors on voit dans le film des jeunes, hein, qui sont dans un hôtel. Quand on parle d'hôtel, on se dit voilà, ils sont bien, ils sont nourris, ils ont leur téléphone portable, on a l'impression qu'ils sont bien, qu'ils sont tout pour être, entre guillemets, heureux. Oui, c'est vrai que de l'extérieur, quand on les voit, on pourrait se dire mais de quoi ils se plaignent, quoi. Ils ont un toit, c'est vrai qu'en France il y a beaucoup de SDF, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas pris en charge, mais la vie c'est pas ça en fait, surtout quand on est jeune, enfin ils viennent avec des rêves, ils ont beaucoup d'attentes en fait, et quand ils arrivent ici, ils tombent de haut, vraiment, parce que se retrouver dans un hôtel avec rien à faire, aucune activité, aucune prise en charge, aucune scolarité, c'est pas ça la vie d'un jeune, enfin n'importe quel jeune, peu importe son origine, il se contenterait pas de ça, quoi. Vous parlez d'attentes. Alors, ce n'est pas des attentes, on va arriver dans un super pays, ils vont tout nous donner, on n'aura rien à faire, c'est pas ça du tout. Non, là c'est des attentes vraiment qui se mettent à eux, c'est des exigences qu'ils ont en fait envers eux, parce que ils sont redevables quand même à leur communauté qui parfois les aide à partir en fait, c'est des cotisations, donc ils doivent rembourser aussi cet argent. Après, ils doivent aider leur famille qui est restée au pays. Ils ont souvent des frères, des sœurs, souvent les parents ne sont pas là, donc eux ils viennent dans l'idée de travailler très très vite. Le problème c'est qu'en France on ne travaille pas très vite, surtout quand on est mineur, il faut des papiers, il faut une autorisation, enfin il y a toute une structure autour avant qu'ils puissent enfin se mettre à travailler, ça peut mettre des mois voire des années, et c'est vrai que ces jeunes là ne s'attendent pas du tout à ça. Il y a des situations de déprime, de dépression, il y a très peu de prise en charge psychologique aussi alors qu'ils en auraient énormément besoin. Il suffit que nous, chacun de nous, réfléchisse un petit peu au fait d'être séparé de sa famille pour mieux comprendre. Hein. Entre autres, hein, séparer sa famille de son pays natal. Oui, exactement. Enfin, déjà quitter son pays natal, personne ne le fait de gaieté de cœur, alors que ce soit pour des raisons de guerre, pour des raisons économiques. Pour moi, toutes les situations se valent. Si on part pour chercher un avenir meilleur, peu importe ce qu'on a laissé derrière, peu importe la situation, c'est l'avenir qui compte aussi. Quand on est jeune, c'est surtout l'avenir qui compte. Donc quand il n'y en a pas chez soi, qu'est-ce qu'on fait? On part. Alors, bien évidemment, moi en tant qu'étranger, et pendant le film, je vous ai remercié d'avoir fait ce documentaire, puisque c'est vrai que ça nous amène à vraiment être dans le présent, à remercier tout ce que nous avons, hein, moi personnellement, et puis de se dire, il faut qu'on ait un autre regard vis-à-vis de ces personnes. Oui. Les étrangers ne viennent pas ici pour voler le pain ou le steak des Français. Et je pense qu'on peut créer des richesses avec la diversité, n'est-ce pas?
Oui, évidemment, ils viennent pas du tout pour être assistés. Enfin, ils n'ont aucune idée de l'assistanat. C'est vrai on pense souvent qu'ils viennent parce qu'ils savent qu'il y a des allocations, tout ça. Non, il y a quand même des conditions en France pour avoir droit à ces allocations. Et eux, quand ils arrivent, ils n'y ont absolument pas droit. Non, eux, ils viennent pour se débrouiller, pour aller à l'école, pour essayer d'avoir un métier, pour essayer d'avancer dans la vie, tout simplement, et pas de rester là où ils étaient. Donc, ils ont des attentes par rapport aux jeunes de leur âge, qui sont français, qui sont nés en France. C'est plus du tout la même chose. Il y a une maturité qu'un jeune qui est avec ses parents ne peut pas avoir, tout simplement. Il ne peut pas. Vous êtes venu avec Mamadou, qui a un parcours vraiment très intéressant. On peut dire qu'il a plus ou moins réussi. Ce n'est pas bien évidemment le cas de tous les jeunes. Oui, Mamadou, c'est vraiment particulier. Il sort un petit peu du lot, en fait, parce que lui, il vient d'un pays francophone, donc de Guinée, donc il a été à l'école là-bas. Donc il avait déjà des bases linguistiques, donc il a pu intégrer un cursus scolaire. Il a intégré un cursus scolaire, en fait, dans lequel il pensait avoir un métier très rapidement dans la restauration pour pouvoir subvenir aux besoins de ses deux petites sœurs. Et c'est vrai que dans son entourage, les gens l'ont un petit peu poussé petit à petit. Ils ont vu son potentiel, ils se sont dit, mais c'est dommage, Mamadou, tu vois, à court terme, essaie de voir un petit peu plus loin. Même si l'argent ne viendra pas tout de suite, essaie de penser aussi à toi. Toi, tu es dans ce pays, tu dois te construire un avenir dans ce pays. Et c'est vrai que la restauration le motivait vraiment, vraiment moyennement. Donc là, il a choisi un autre cursus. Il a eu la chance d'être accepté à Sciences Po Paris, ce qui est quand même exceptionnel. Mais c'est aussi pour montrer que ces jeunes, quand ils viennent, c'est effectivement pas pour voler le pain des Français. Enfin, lui, il se débrouille, il essaie d'avoir des petits boulots, d'avoir des formations pour pouvoir payer ses études à lui. Alors, moi, je suis arrivé en France en décembre 2014. Je viens de la Guinée-Conakry. Et voilà. Ouais. Alors, tu es arrivé comment? Par avion, en tant que touriste? Alors non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Enfin, même si là en ce moment j'ai l'air de quelqu'un qui vient d'un avion, mais pas du tout. En fait, j'ai traversé la Méditerranée via la Libye et puis ensuite en Italie pour atterrir en France. Pourquoi tu as pris la décision de venir en France? Alors, la décision de venir en France, je pense qu'elle parle toute seule. Déjà, je parle le français. J'ai fait des études en langue française. Mon pays étant un pays francophone, donc j'ai fait toutes mes études en langue française. Et puis, voilà, donc une fois arrivé à l'Europe, le choix se faisait tout seul. Je voulais faire des études et puis voilà, avoir tout ce que je ne préfère, essayer de réaliser quelques rêves. Voilà, alors quelques rêves, c'est pour cela que tu es parti? Non, pas du tout, c'est pas cela que je suis parti. J'ai eu un parcours un peu particulier, j'ai perdu mes parents et je me suis retrouvé tout seul avec deux petites sœurs qui sont en ce moment avec ma tante. Et puis après, étant donné que ma tante avait récupéré mes deux petites sœurs, moi j'avais 15 ans à l'époque et puis elle m'a dit que, bah, écoute, vous savez que c'est nous en Afrique, en France, tes parents t'ont en charge jusqu'à l'âge de 18 ans et en Afrique c'est pas le cas. À 10 ans déjà, tu es majeur, on te considère comme majeur. Donc déjà, donc moi 15 ans et demi, 16 ans, donc on me considérait déjà comme un adulte. Et donc ils m'ont dit voilà, c'était à toi de me démerder tout seul. Qu'elle a déjà, je rappelle que son mari a des femmes et donc beaucoup d'enfants. Donc je l'en veux pas, je les comprends très bien. Et donc ils m'ont dit carrément qu'il n'avait pas de la place pour moi. Donc c'est comme ça j'ai pris la route. Il y a beaucoup de dangers. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de dangers. Enfin, aujourd'hui, c'est un passé un peu lointain, même si c'est inoubliable pour moi. Oui, parce que le plus souvent, j'aime pas trop parler de mon passé parce que j'ai fait pas mal de parcours et pour moi, c'est pas parce que je fuis mon passé, ça n'a rien à voir. C'est juste que quand tu arrives à certaines étapes, je pense qu'il est temps de tourner la page et puis de penser, de créer, d'accepter ta nouvelle vie, de refaire une nouvelle vie. Et donc, bien sûr, des fois, le plus souvent, je n'accepte pas du tout de parler de mon passé parce que ça m'a pris beaucoup de temps de tourner la page et le plus souvent, quand je commence, ça me remet dans des souvenirs et surtout en ce moment avec les naufrages qui se passent jusqu'à présent encore en Libye, via la Méditerranée, c'est des chocs pour moi et j'essaie c'est pas parce que je fuis mon passé, mais j'essaie vraiment de ne pas trop regarder parce que je me dis j'ai beaucoup construit et donc je ne veux pas que tout ça s'emboule tout d'un coup et que je me retrouve un peu dans
côté un peu obscur de mon passé. Alors, parlons du présent alors. Oui. Mamadou, il fait quoi actuellement? Alors, Mamadou, il a fait beaucoup de parcours. Déjà, quand il est arrivé en France, il a commencé par un bac pro cuisine. Et donc, voilà, une fois que j'avais passé mon texte au CIO, centre d'orientation, et donc on m'avait dit que je pouvais intégrer un lycée général, mais bon, à l'époque j'avais un animateur qui me disait que voilà, donc étant donné ma situation, je ferais mieux de faire des études courtes et puis pour avoir un métier et puis aller rentrer dans la vie active. Et donc c'est ce que j'ai fait étant arrivé en France, donc je cherchais un moyen de survivre. Donc voilà, il y avait cette peur qui est là, donc à 18 ans on allait me mettre dehors et donc j'essayais vraiment je me suis dit allez hop. Même si j'ai quelques idées d'études et tout, je mets ça de côté, j'essaye de faire un métier pour survivre. Donc c'est pourquoi je me suis lancé dans l'hôtellerie. J'ai fait ma première année une bac pro cuisine, qui ensuite j'ai changé, je suis allé en bac technologique, mais toujours dans le domaine de la restauration, mais qui est un peu polyvalent. Ça consiste à faire les deux à la fois, les trois, l'hébergement, le service et la cuisine en même temps. Donc c'est un peu en polyvalent. Et donc et après, j'ai rencontré, là je me suis fait des réseaux de connaissances et j'ai eu des personnes, la personne, un monsieur de nom de monsieur Favier que j'ai rencontré, et d'ailleurs à faire dire que j'ai connu via ce monsieur qui est notre ami, et donc ils m'ont tous dit bah écoute, si tu veux, on t'encourage, tu peux faire tu peux te lancer dans le lycée général. Mais je me suis dit bah écoutez, c'est tout ce qu'il me fallait, j'ai là, donc je me suis lancé et donc après 2 secondes de bac pro cuisine et de technologie, je me suis lancé tout de suite en première L littéraire au lycée général, au lycée Gérard de Nerval. Et donc au début c'était un peu stressant pour moi, donc, parce que déjà c'était pas du tout difficile, parce que le service social, l'ITAS, il ne voulait pas du tout entendre ça. Il me disait que mais non, c'est une mauvaise idée. Déjà, je suis connu où j'ai passé mes stages et tout. Le patron, il m'aime bien, donc ça serait bête d'abandonner tout ça sans diplôme et de se lancer dans une aventure un peu inconnue. Et donc, même moi, mon entourage qui croyait en moi, et moi aussi, cela m'a donné beaucoup de courage. Et je me suis dit, ben, écoutez, au moins j'aurais essayé, je vais me lancer. Et j'avais le proviseur aussi qui m'a rassuré que si je passe le premier trimestre et que ça n'allait pas, je pourrais rebasculer tout de suite en hôtellerie. Donc j'ai eu toutes ces confiances-là, donc je me suis lancé et finalement ça s'est super bien passé. Et cette année, j'ai eu la chance de décrocher mon bac littéraire avec mention, et je suis très content, fier de moi, mais surtout fier de mon entourage, de ceux qui m'ont soutenu jusqu'à présent et qui continuent de me soutenir. Et bien là, l'année prochaine, je suis pris à Paris 8, Saint-Denis, Vincennes, donc je vais faire une licence de sciences politiques. Sciences politiques, et pourquoi, Mamadou? Alors, pourquoi? C'est plusieurs choses. Je sais pas, déjà depuis tout mon enfance, je suis un peu passionné par l'histoire. Déjà, tout petit, je regardais, j'étais vraiment je me rappelle avec mes frères et sœurs, quand ils partaient louer des films hindous, moi j'étais là, des films ciné, des Tarzan et tout ça. Moi j'étais là, je m'intéressais plus à des films d'histoire comme de Patrick Lumumba, de Thomas Sankara. Enfin, je me disais, mais c'est comme ça que je suis entré là-dedans, et enfin, voilà, c'est là j'ai grandi là-dedans. Et donc l'histoire, même tout mon parcours scolaire, au lycée, j'ai toujours adoré l'histoire. Je me sens, c'est une passion, je prends du plaisir, je ne sais même pas comment l'estimer. Donc, et donc au fur et à mesure aussi, ça fait 2 ans que je ne rate pas du tout le journal de 20h, et c'est comme ça c'est venu. Donc à force de s'informer, j'écoute aussi très souvent France Culture et toutes ces émissions, Affaires sensibles et République, tout ça, voilà, tout ça, ça a beaucoup forgé mes choix, et voilà, c'est pourquoi je me lance aujourd'hui dans... Les conditions n'étaient pas les meilleures pour que tu puisses réussir dans les études. Et est-ce qu'à un moment donné, tu voulais abandonner, ou tu as toujours cru que tu pouvais y arriver?
Oui, surtout, en fait, le plus difficile, c'est quand tu es là-dedans et que tu n'as personne pour te soutenir, au moins parce que tu n'y arriveras pas. Et justement, et aussi, même si tu es intelligent, tu as cette volonté et tout, si tu n'as pas quelqu'un pour te dire tu vas y arriver, au bout d'un moment, tu abandonnes. C'est sûr que ça a été, ces 2 années du lycée général ont été très dures pour moi. Enfin, je pense aussi c'est parce que je me suis mis une petite stress, parce que déjà, à l'ITAS, l'aide sociale à l'enfance, il me disait, bon écoute, parce qu'à ta majorité, il y a un contrat jeune majeur qui est un fonds d'aide pour t'accompagner dans tes études, dans tes projets, et donc il me disait que si je rate ma scolarité, donc c'était terminé pour moi, donc je passais à un élève, à un lycéen, du jour au lendemain dans la rue. Et donc ce stress, mais ce coup de stress, ça m'a toujours stressé. Et aussi pour le renouveler, à un moment c'était un peu difficile, je les comprends, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont arrivés. Et donc je viens quand même d'un département qui est l'un des plus pauvres de France, donc je ne les en veux pas du tout. Et au contraire, je suis très content, je les remercie beaucoup. Et donc il y avait tout ce stress qui était là. Et aussi quand tu vis tout seul, tu rentres à la maison pendant que tes copains et leurs parents les font à manger et donc ils se focalisent que sur leurs études et toi tu es là, il faut que tu ailles faire tes courses et revenir faire à manger et revenir faire tes devoirs, tu es tout seul. C'est vrai que des fois j'ai craqué, mais je me suis dit mais non, justement c'est ça, plus le chemin il est dur, plus la fin promet. Et ce film a été financé comment ? Ce film, c'est un film en autoproduction comme la plupart des documentaires en fait, parce que c'est très très difficile d'avoir des sous, surtout pour ce genre de sujet qu'on appelle dans le milieu pas vendeur. Ouais. Tout simplement parce qu'ils s'imaginent que ça va être des films tristes, qu'on va de nouveau montrer toute la misère du monde et qu'on n'a plus envie de la voir. Donc ça a été une toute petite subvention qu'a reçue l'association La Boussole, donc, qui travaille vraiment auprès de ces jeunes. Donc pour donner un montant, c'est 1 200 €. Donc 1 200 €, non, on ne fait pas un documentaire. Donc voilà, c'est moi qui ai financé le film. Avec le cœur et la passion. Avec le cœur, la passion, avec surtout en tête l'espoir que ça change. L'espoir que les gens voient ce film et l'espoir que les gens portent un autre regard sur tous ces jeunes qui arrivent en France. Les jeunes, je parle des jeunes parce que le film parle des mineurs isolés, mais vraiment des migrants en général. Et quelle impression vous avez eue déjà d'une part de venir dans un festival de reggae? J'imagine que vous étiez loin d'imaginer qu'on pouvait, dans un festival de reggae, passer des documentaires. Et puis, deuxièmement, d'avoir eu autant de monde, il y avait à peu près 130 personnes qui sont venues. Je suis très contente et très surprise en fait, parce que je ne serais pas venue moi spontanément. Donc de voir qu'il y a autant de personnes qui viennent voir ce film un dimanche matin à 11h. Après avoir fait la fête. Exactement, après s'être couché tard. Et de voir qu'il y avait des questions, c'est vrai, des questions toutes simples. Et c'est là qu'on se rend compte que les gens ne connaissent pas en fait. Que très souvent, moi ce qui m'est arrivé, c'est que quand les gens voient ce film, ils découvrent la question des mineurs isolés étrangers. On a la question des migrants globalement, les familles, les enfants, mais ces enfants tout seuls, en fait, je crois qu'il y a très peu de monde qui sait qu'il y en a qui arrivent en France, alors qu'ils sont actuellement 25 000. Au moment du tournage du film, en 2015, ils étaient à peu près 8 000. Très bien, merci beaucoup à Ferdit. Alors si j'ai un conseil à vous donner, faites des films glamour. Non, je sais pas. Bon, bah tant pis. Merci. Merci.